Benoît et Clément sont frères, ils ont 15 et 14 ans. Benoît est passionné d'histoire, tandis que Clément ne vit que pour le rugby, qu'il pratique depuis son plus jeune âge. Ils habitent une vieille ville fortifiée du Périgord, Dôme. C'est ici que leurs parents s'occupent d'une grande maison, transformée en chambre d'hôte. Alors, ça s'est bien passé? Ouais. T'as bien travaillé? T'as eu une note aujourd'hui? Non. Bon. C'est sûr ça? Mais Benoît et Clément ne sont pas des adolescents tout à fait comme les autres. En 1993, âgés seulement de 7 et 8 ans, ils ont vécu une aventure extraordinaire à travers les plus hautes montagnes du monde. Un raid en famille digne des plus grands exploits. Ça a duré 6 mois le voyage. Et la période la plus difficile, ça a été l'Himalaya. On a fait un mois. Bon, j'ai dû marcher, on a varié avec mon frère. De temps en temps, on prenait un cheval. Ça a été dur, bien sûr. Bon, faut pas se dire déjà que c'est facile. Mais bon, à la fin, ça a été bien, parce qu'en fait, je suis le premier enfant à être monté à plus de 5000 mètres. Donc ça m'a bien récompensé. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là aussi. On dirait un singe. Dis donc. Benoît et Clément doivent cette expérience unique à leurs parents, Nadine et Daniel Delpech. Rien ne les prédisposait à devenir de grands voyageurs. Simplement, après une première période de vie, ils ont un jour décidé de tourner la page. Avant de voyager, nous étions dans l'assurance avec Daniel. Nous avions un cabinet d'assurance à Toulouse. Et justement, il nous semblait que nous étions pris dans un tourbillon où on n'avait plus le temps de penser, plus le temps d'aimer, plus le temps de faire les choses qu'on avait envie de faire. Et c'est comme ça que l'idée de cette grande parenthèse, la première fois c'est ça. C'était l'envie de vivre une parenthèse pour souffler, pour prendre du recul par rapport à notre propre mode de vie, voir ce qui est essentiel, ce qui ne l'était pas. Et il nous semblait qu'il fallait compter que sur nous. Et puis oui, ça tenait à nous de réaliser ce rêve-là. 4 ans plus tard, la famille Delpech repart pour un autre périple. Cette fois-ci, ils vont remonter le Mékong, avec comme point de départ son delta au sud du Vietnam. Puis, ils suivront le cours du fleuve en traversant le Cambodge, puis le Laos dans le sens sud-nord, une frontière qu'aucun occidental n'a pu passer depuis 50 ans. Enfin, ils rentreront en Chine par l'état du Yunnan et iront jusqu'au contrefort du Tibet où le fleuve mythique prend sa source. 8000 km à pied, en bus, à vélo et surtout en bateau, filmés méthodiquement par Daniel avec sa caméra amateur. Ho Chi Minh Ville, l'ex-Saïgon. La ville qui fut pendant plus d'un siècle la capitale de la Cochinchine française. Quelques rares façades attestent encore de ce passé colonial. Pour Benoît et Clément, c'est enfin le début du voyage tant attendu. Ici, tous les enfants jouent avec une balle de bambou, un jeu qui ressemble au volley, mais joué avec les pieds. Clément s'y essaie, mais le jeu est bien éloigné du rugby. Impossible pour lui d'assurer plus de 2 échanges avec le petit Vietnamien. Benoît et Clément vont aller de surprise en surprise. Les jeux pratiqués dans la rue, mais aussi les multitudes de petits marchands qui envahissent les trottoirs, trop pauvres pour avoir un local. Et surtout, le vacarme incessant qui donne le vertige. Ho Chi Minh Ville est à l'image des grandes cités asiatiques, surpeuplée et assourdissante. L'activité économique est frénétique, on s'enrichit pour enrichir le pays en gardant le sourire. Les 2 roues font la loi et le klaxon est l'arme suprême. Benoît et Clément font les comptes, en 10 minutes, leur taxi a klaxonné 88 fois. Ma première impression quand je suis arrivé à Saïgon, l'extrême chaleur, il faisait très chaud. Et puis c'était assez bruyant,
tout était gris, on va dire. Et puis, les gens, il y en avait partout. Pour fuir le vacarme et trouver un peu de fraîcheur, les enfants s'embarquent sur l'un des nombreux canaux qui bordent la ville. Mais très vite, personne n'ose plus parler. Benoît et Clément traversent un véritable bidonville flottant. L'eau est répugnante, mais les habitants sont obligés de l'utiliser pour se laver. Une impression de malaise submerge les enfants et leurs parents tentent de les réconforter en leur expliquant que la découverte de certains pays n'est pas toujours facile. Heureusement, le précédent voyage en Asie leur a appris à être patients. Le seul moyen de quitter Saigon, c'est le bus. Le réseau routier vietnamien reste très marqué par les guerres et l'état des routes varie du pire au tout juste praticable. Benoît et Clément tiennent à peine sur leur siège très étroit que certains privilégiés louent par deux pour être plus à l'aise. Chaque centimètre carré est occupé par les bagages et les sacs de riz. Ici, le voyageur se déplace par nécessité et ne compte pas ses trajets en kilomètres mais en heures, à condition qu'il ait réussi à gagner sa place assise. Lorsqu'ils arrivent à Mito, il fait déjà nuit. Leur hôtel donne sur le port, qui est le plus important du delta, et toute la nuit, les Vietnamiens chargent et déchargent des bateaux. Benoît et Clément commencent à s'habituer au bruit incessant et trouvent facilement le sommeil. Pour la famille Delpech, éviter les hôtels touristiques et prendre les transports en commun sont deux règles de base pour leur voyage. Nous voyageons dans des conditions très difficiles parce que le but est de s'immerger dans les pays que nous traversons, de vivre comme les gens pour justement que le véritable dialogue s'installe. Si nous ne sommes pas capables de manger comme eux, de dormir comme eux, il y a là une barrière. Et pour qu'ils nous adoptent, ça passe par là. Et c'est vrai que si Benoît et Clément n'avaient pas eu l'expérience d'autres voyages dans l'enfance, je pense que pour les adolescents, ça aurait été vraiment très très difficile. Le lendemain matin, toute activité a cessé car il pleut des cordes. C'est la mousson. Et il n'y a plus qu'à attendre, parfois pendant des journées entières. Il faut alors savoir s'arrêter pour partager l'ambiance si particulière de la saison des pluies. Quand il pleut, tout le monde patauge, mais quand il fait beau, c'est le paradis. Benoît et Clément partent à la découverte du Mékong sur le bateau de Jia, l'un des nombreux piroguiers à offrir ses services. Au Vietnam, le Mékong s'éclate en 9 bras, encore appelés les 9 dragons. Jia explique aux voyageurs que les yeux rouges et noirs des bateaux sont ceux d'un dragon mythique qui attire la protection des bons esprits du fleuve. Plus puissant que le Nil, le Mékong est néanmoins très facilement navigable dans son cours moyen et inférieur. Le rythme de la navigation invite à la nonchalance. Après les tensions de la ville, c'est l'occasion de récupérer et de se laisser aller à la langueur de la sieste. Des milliers de canots partent du Mékong pour s'enfoncer dans la mangrove, constituée de forêts impénétrables de palétuviers. Ici, l'eau est la seule voie de communication et la barque est bien plus utile que le traditionnel vélo. Les paysans du delta ont été façonnés par les eaux du Mékong et ils voient toujours en lui la féconde mère des eaux. Arrivé à Kanto, la plus grande ville au sud de Saigon, le fleuve offre un spectacle féerique.
Benoît et Clément s'apprêtent à quitter le Vietnam pour le Cambodge, malgré les nombreuses mises en garde proférées par les Vietnamiens. Ces deux peuples sont frères ennemis et c'est avec une certaine appréhension que les enfants voyageurs franchissent cette première frontière. Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Ici, le temps semble s'être arrêté et le charme colonial opère encore. Les écoliers s'égrènent sous le regard de Norodom Sihanouk, le chef de l'État. Seuls les grands boulevards sont goudronnés et très vite, les rues deviennent impraticables. Des commerces sans façade, des enfants en guenilles et des habitations sommaires. Le Cambodge est un pays pauvre. Ce qui frappe immédiatement Daniel et Nadine, c'est que les Cambodgiens ne sourient pas. Leur regard est profondément vide. Benoît et Clément s'aventurent au cœur d'un bidonville flottant, derrière un grand hôtel de luxe. Ici habitent ceux qui n'ont pu trouver une place sur la terre ferme, et la misère y est extrême. La chose que j'ai détestée, c'est de voir des gens pauvres et ne rien pouvoir faire pour eux. Donc ça m'a un peu gêné, surtout de voir que nous, on vit bien comme il faut. Et que eux, ils sont toujours dans la rue, et puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sortir de là, mais ça a été assez gênant. Cette pauvreté endémique est la conséquence inexorable de 4 années de cauchemar. De 1975 à 1979, le régime des Khmers rouges a systématiquement massacré son propre peuple. Ils avaient pour habitude de photographier leurs victimes, témoignage hallucinant d'un autogénocide. La visite de la prison de Tuol Sing est insupportable. Rien n'a bougé depuis qu'elle faisait office de camp d'extermination. Un homme, seul avec sa petite fille, s'occupe d'accueillir les visiteurs. Benoît et Clément s'improvisent alors reporters et recueillent son témoignage. Le 5 mai 1975, j'étais exilé de Siem Reap à la direction est de la ville de Siem Reap, c'est-à-dire dans le district de Chi Kreng, à 70 km d'ici. Oui, là-bas, je vivais séparément de la famille parce que le jour, on va travailler les femmes d'autre part et les hommes d'une autre part. Combien vous avez d'enfants et quel âge avait-il? Ah oui, en ce temps-là, j'ai 4 enfants. Et quand j'arrive là-bas, c'est-à-dire au village où les Khmers nous installent, j'ai perdu un enfant. C'est-à-dire ma fille qui est née en 1972. Elle est morte à cause de l'empoisonnement par des grains de fruits qu'elle ramasse par terre pour manger. Parce qu'il n'y a rien de quoi pour manger. Les Khmers rouges furent chassés du pouvoir par les troupes vietnamiennes qui rentrent dans Phnom Penh le 7 janvier 1979. Depuis 20 ans, la population a réinvesti la ville et tente de retrouver sa culture. La principale fête populaire cambodgienne se déroule à la fin de la saison des pluies et correspond à la récolte du riz. C'est la fête des eaux qui voit s'affronter des pirogues armées chacune par une quarantaine de rameurs. Le Mékong devient alors le cadre de joutes enflammées entre quartiers, villes et provinces.
La foule se presse sur les rives pour encourager ces champions entraînés par les mouvements gracieux des Apsaras, les danseuses khmères, à l'image d'un pays qui veut reprendre espoir. Après le bus et le bateau, la famille Delpech teste l'estafette japonaise sur route complètement défoncée. Ils ne savent pas encore ce qui les attend après Phnom Penh et les enfants ne sont pas rassurés. On est passé. Les accidents sont fréquents. Tous les ponts ont été détruits par la guerre. Pendant la manœuvre, il est préférable de descendre. Benoît et Clément ont alors tout le temps d'observer les rizières qui bordent la route. Aucun véhicule motorisé dans les rizières. Tout se fait à main d'homme ou avec l'aide du traditionnel zébu. La gestion des cultures obéit à un fragile équilibre entre l'eau, la terre et le soleil. Des pratiques restées inchangées depuis des siècles, autant de traces dans le paysage en mémoire du fabuleux système d'irrigation qui permit au peuple khmer de s'épanouir. Bien entendu, les enfants participent dès leur plus jeune âge aux travaux des champs. Parfois, ils posent leurs outils et la rizière redevient ce qu'elle devrait toujours être pour eux, un immense terrain de jeu. Cambodge signifie « né de l'eau ». Ici plus qu'ailleurs, les eaux du Mékong sont source de vie. Finalement, les Delpech terminent le trajet pour Siem Reap en moto. De toute façon, les lignes de bus n'existent pas au Cambodge. Il leur faudra 10 heures pour faire les 300 km de trajet et à 3 par moto, il faut s'accrocher. Mais ce n'est rien comparé au chargement que les Cambodgiens transportent sur leur vélo. Quand Benoît et Clément rallient leur destination, ils sont épuisés. Siem Reap, c'est le point de départ pour la visite des temples d'Angkor, une des principales sources de revenus du pays. Une école a échappé au bombardement. Benoît et Clément la visitent, eux qui ont quitté les salles de classe depuis plusieurs semaines. Ils ne sont pas pour autant dispensés de leur programme scolaire. Depuis le début du voyage, ils ont leur professeur particulier. Pour ce qui concerne la scolarité de nos enfants, j'avais photocopié les parties de cours concernées et je leur faisais moi-même ces cours de mathématiques, de français, d'anglais ou essentiellement. Moi, je leur faisais quand je le pouvais, c'était soit le soir dans un hôtel, soit des fois au bord d'une route en attendant un bus qui passe. C'est vrai que c'était parfois très très difficile, d'autant plus que bien souvent on était l'objet de curiosité de tous les enfants environnants, et c'est vrai que pour les enfants il était, pour Benoît et Clément, difficile de se concentrer dans ces conditions-là. Mais nous y sommes arrivés et ils ont pu reprendre leur scolarité normalement au mois de mars.
Les temples d'Angkor, dédiés au dieu hindou Vishnu, érigés par la civilisation khmer qui régna sur toute la région entre le 7e et le 13e siècle. Benoît et Clément sont entraînés par un jeune Cambodgien à travers les ruines. Pour Benoît, cette visite dépasse ses rêves les plus fous. Le labyrinthe des temples est grandiose. Il se demande pourquoi un peuple qui a construit des villes aussi grandes est aujourd'hui obligé de vivre dans des paillotes de bambou. Mais attention, mieux vaut ne pas s'égarer des chemins balisés. Le petit copain cambodgien explique aux enfants que la forêt est pleine de serpents et surtout pleine de mines. Pendant la guerre, les Khmers rouges s'étaient installés ici et aujourd'hui encore, ils peuvent tuer. La culture raffinée d'Angkor n'aurait jamais pu exister sans la présence du lac Tonlé Sap, du même nom que la rivière qui l'alimente. Énorme bassin rempli de boue fertile, dont la profondeur n'excède pas 1,50 m en son milieu, ce lac récupère les eaux de la mousson. La civilisation d'Angkor a su transformer cette inondation en aubaine en créant un système complexe d'irrigation des rizières. Et la faible profondeur du lac autorise l'installation de villages lacustres. Loin du spectacle de désolation des bidonvilles de Phnom Penh, une étrange impression de calme se dégage de ces lieux où les habitants semblent vivre en parfaite osmose avec les eaux du lac. Benoît et Clément s'arrêtent pour visiter un bateau-maison. Ils ne peuvent pas s'y tenir debout, car la hauteur est coupée en deux pour faire un deuxième étage qui sert de chambre. Tout se passe sur le bateau, même la cuisine, et il faut faire attention avec le feu. En tout, plus de 20 personnes vivent dans un espace grand comme la moitié de leur salle de classe. Déterminés, Benoît, Clément et leurs parents poursuivent leur route vers le nord, la route de tous les dangers. Régulièrement, des hommes en armes sortent de la forêt pour dévaliser les voyageurs. La famille Delpech devra faire face à ces hommes qui n'ont connu que la guerre. Ils se feront racketter une partie de leur argent pour rejoindre Stung-Strang, la ville du nord. Il y a beaucoup de gens armés au Cambodge. Ce sont des restes des anciennes bandes de Khmer rouges qui se reconvertissent plus ou moins dans un banditisme. Mais effectivement, c'était souvent à l'approche d'un pont où des hommes en armes nous attendaient et souhaitaient un bakchich. Bon, on le savait et on l'avait compris. Et c'est vrai que là, ils se sont montrés pour une fois assez agressifs. Et donc, effectivement, on a dû être l'objet d'une certaine, je dirais, rançon assez systématique. Et bon, il a fallu effectivement que Clément, par exemple, donne une montre et ils ont été assez insistants. Bon, ceci dit, on sait que si on ne montre pas trop nous-mêmes d'agressivité, il faut savoir rester maître et froid dans ces cas-là. Bon, on peut arriver à maîtriser la situation. Bon, je crois que ça s'est quand même pas trop mal passé. Stung-Strang est la dernière ville avant le Laos, qui commence à 50 km au nord. Dès l'aube, la vie se met doucement en mouvement sur le Mékong. Voyageurs et marchandises arrivent du sud et les habitants de la ville viennent se ravitailler. Pendant plusieurs jours, Daniel cherche un bateau pour remonter le fleuve et passer au Laos. Personne ne veut faire le trajet et les enfants doivent tuer le temps. Heureusement, les eaux du Mékong sont chaudes et ils jouent des journées entières près de l'embarcadère de départ. Depuis un demi-siècle, aucun occidental n'a franchi la frontière. Les guerres ont fait de cette région un véritable no man's land. Et si le voyage de la famille Delpech s'arrêtait là ?
15 jours plus tôt, même l'ambassadeur de France au Cambodge a été refoulé. Et c'est sans aucune assurance que Nadine et Daniel embarquent leurs enfants vers l'inconnu. Sur la rive, une paillote fait office de douane. Face aux gardes-frontières, Daniel et Nadine vont négocier, attendre, douter, laisser $50 de commission et finalement tenter un dernier coup de poker. À un moment donné, effectivement, je pense que ça a été aussi le déclic, j'ai fait un coup de bluff. C'est-à-dire que j'ai sorti une lettre d'une agence de voyage laotienne que j'avais contactée à tout hasard pour avoir des renseignements. Et je lui ai dit, écoutez, là-dessus, vous voyez, il y a un guide laotien qui m'attend de l'autre côté de la frontière et il m'avait dit que je pouvais passer par là. Le policier a été fort étonné et bien sûr a repris sa radio et a exprimé tout ça. Enfin, du moins, je supposais qu'il exprimait tout cela. Et fort heureusement, s'il savait parler un peu anglais, il ne savait pas lire l'anglais. Parce qu'en fait, il n'était pas du tout écrit ça sur la lettre. Mais je crois que le coup de bluff a marché et ça a été quand même pour nous une grande joie lorsqu'on a vu qu'il a mis à la fin un tampon sur notre papier. Ça a été un grand moment de libération pour nous. Au Laos, ce sont les chutes de cônes qui arrêtent les voyageurs. Infranchissables en bateau, on dit qu'elles ont longtemps empêché les explorateurs d'aller plus loin. Benoît et Clément restent de longues heures à contempler la force du Mékong. Ils ne savent pas encore où ils dormiront ce soir, mais peu importe, le spectacle est magnifique. C'est sur une des îles du Mékong que Benoît et Clément passeront la nuit. Ils arrivent alors que l'obscurité est déjà tombée. Mais une étrange musique guide leurs pas vers le village. C'est la fête des moissons et il fait chaud. En France, on prépare déjà Noël. Le lendemain matin, Benoît est presque arrivé à battre le petit Laotien. Les enfants voyageurs se sentent chez eux et les angoisses des premiers jours ne sont plus que des mauvais souvenirs. Ici, le Mékong sert de frontière naturelle entre le Laos et le Cambodge. La pauvreté qui accable les villages de la rive laotienne semble épargner ce paysage insulaire. La végétation est luxuriante, tout est calme et pur, un havre de paix. La fête des moissons de la veille a donné le signal de la récolte. Mais ici, loin des rizières grouillantes, les paysans semblent prendre leur temps. Étrange impression, s'éloigner du cliché de l'Asie besogneuse. Les explorateurs français, pour la plupart, qui ont tenté de pénétrer en Chine par le Mékong au XIXe siècle, ne s'y sont pas trompés. Beaucoup ont fait halte et se sont finalement installés dans cette île paradisiaque. Leurs maisons sont encore là, intactes, et les enfants plongent dans ce passé pas si lointain. Le Mékong qui traverse 6 pays, c'est aussi une vieille histoire entre la France et l'Indochine. Et c'est tout ça que nous sommes allés voir sur place, sur les traces d'explorateurs du siècle dernier, qui étaient des jeunes gens extraordinaires, à l'origine de beaucoup de choses, de pages de l'histoire. Et c'est notre histoire, on s'est senti vraiment concernés en Indochine. La domination du royaume d'Angkor s'est exercée jusqu'au Laos. On raconte que le temple de Wat Phu, construit au Xe siècle par les bâtisseurs khmers, était relié à Angkor par une route longue de 100 km. Aujourd'hui, lorsque Benoît gravit les 90 marches menant au temple supérieur,
c'est pour aller à la rencontre des quelques bonzes qui vivent retirés ici. Le bouddhisme est la religion dominante du Laos, où il imprègne la culture et la vie quotidienne. Et les robes safran des moines sont une constante dans le paysage. On les voit à l'aube, marchant en longue file pour recevoir leur nourriture. En donnant, le fidèle agenouillé devant sa maison acquiert des mérites pour lui et pour sa famille. Retour sur le Mékong. Il n'y a plus de place à l'intérieur du bateau-bus et les enfants s'installent sur le toit. D'ici, ils ont une vue privilégiée sur les rives. Loin de la surveillance des autorités, certains passagers en profitent pour jouer à un jeu d'argent rigoureusement interdit au Laos. Les liasses de billets passent d'une main à l'autre. Benoît et Clément ne comprendront jamais les règles du jeu. Lorsque Benoît et Clément arrivent à Sekong, c'est une ville relativement moderne qu'ils découvrent. Tout se mange sur le marché de Sekong. Brochettes de crapauds, serpents et même les chiens qui ne souillent pas les rues puisqu'ils sont élevés pour la bonne bouche. C'est vrai, une fois j'ai mangé des fourmis. C'était croustillant. On s'amusait de les attraper, puis on avait fait un petit feu. Et puis ils ont voulu que je goûte, j'ai goûté. Bon, je n'ai pas pris 2 fois, mais bon, ça a été marrant. Toujours plus au nord, sur le Mékong, Luang Prabang, la lumineuse. Ville royale qui reste la capitale du Laos jusqu'en 1975, richissime de temples et de monuments, un joyau d'architecture céleste. Plus de 400 moines sont présents à Luang Prabang. Et à l'aube, le traditionnel défilé prend des allures de procession. Les plus âgés sont toujours en premier et marchent en méditant. Derrière viennent les novices, qui restent des enfants et pensent aussi à s'amuser. Clément a fait connaissance avec Lé, un des petits bonzes. Lé, qui a le même âge que Clément, a sa vie toute tracée, mais ici c'est un privilège. On a les meilleures places dans le bus quand on est moine. En courant, ils escaladent le mont Fuji qui domine la ville. En fait, Lé guide Clément vers une grotte où il y a des bouddhas que peu de gens connaissent. Bien que la barrière de la langue se fasse souvent sentir, Benoît et Clément apprécient de pouvoir communiquer avec des enfants de leur âge. Après de longues semaines de voyage, leurs copains leur manquent. Daniel a réussi à trouver un guide pour remonter la Namkhan pour partir à la recherche des villages Hmong. Il ne faut pas que la police le sache, car cette ethnie a très mauvaise réputation et les actes de banditisme leur sont souvent attribués,
À tort ou à raison, puisque les Mongs ont toujours été persécutés par le pouvoir central. À partir de maintenant, Benoît et Clément rentrent dans le Triangle d'Or, cette région à cheval sur le Laos, la Chine, la Thaïlande et la Birmanie. Objet de bien des fantasmes, elle a la triste réputation d'être au centre de la production d'opium. Malgré le calme apparent qui règne, c'est une région dangereuse, dominée par les mafias. Mais la culture du pavot reste le seul moyen de survie des villageois. Après 1 heure de pirogue, il faut continuer à pied dans la jungle. Sans la présence du guide, la famille Delpech serait passée à côté du village sans même le voir. Très vite, le regard hostile des habitants les met mal à l'aise. L'atmosphère est tendue. Nadine et Daniel sont tout à fait conscients des risques qu'ils font courir à leurs enfants. Ils savent aussi qu'ils ont appris à maîtriser leur peur pour garder le contrôle de la situation. Ce qu'il y a, c'est qu'une certaine habitude du voyage fait qu'on trouve le bon comportement, la bonne attitude au bon moment. C'est certain qu'il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, mais il faut aussi savoir s'imposer. C'est un équilibre, c'est un instinct. Il faudra 2 jours de bateau aux enfants et à leurs parents pour rejoindre la ville de Pak Beng. 2 jours entassés au milieu des autres passagers et des marchandises, avec en prime le bruit incessant du moteur. Le paysage est montagneux et le Mékong tumultueux. Arrivé à Pak Beng, il faudra faire halte, car le fleuve devient très difficilement navigable au-delà de cette ville. Benoît et Clément le contemplent longuement. Ils vont quitter le cours du Mékong pour plusieurs semaines, car derrière ces hautes montagnes, c'est presque une autre histoire qui attend les enfants voyageurs. Quand on franchit la frontière, et surtout comme nous qui l'avons fait en rentrant par des coulisses dans un pays comme la Chine, effectivement on est tout de suite happé par une fourmilière. Par une fourmilière toujours grouillante et toujours besogneuse. C'est vrai que c'est un monde tout à fait différent, puisque là on arrive dans une civilisation qui est quand même assez éloignée de la nôtre. Il y a des écriteaux partout, mais qui sont pour nous indescriptibles, et il y a des langages qui sont pour nous incompréhensibles, y compris le langage gestuel qui est complètement différent du nôtre. Et donc c'est toute une façon, toute une culture qu'il faut réapprendre. Ceci dit, bon, il y a bien sûr plusieurs Chines. La Chine est un pays très vaste et il y a la Chine rurale aussi et la Chine des villes. Donc nous avons connu surtout la province de Yunnan qui est une province des minorités ethniques et c'est une Chine qui est quand même assez formidable. Le Yunnan est une des régions chinoises les plus éloignées du pouvoir central de Pékin. Peut-être est-ce pour cela que la minorité Dai, constituée de fervents bouddhistes, réintroduit avec succès la religion dans un pays officiellement athée. Les Dai reconstruisent des monastères dans leurs villages. Les écritures sont enseignées aux plus jeunes et les villageois veillent à ce qu'ils ne manquent de rien. Dans une société où le travail est la première des valeurs, les jeunes moines entament une vie où tout labeur est proscrit. L'espace d'un moment, ils laissent éclater joyeusement leur insouciance. Une fois de plus, Benoît et Clément partagent les jeux des petits bonzes. Ils en profitent pendant que leurs parents sont partis visiter la montagne. Peu importe les différences culturelles et linguistiques, le langage du jeu est universel. Mais attention, le bouddhisme est une religion non violente et il n'est pas question de jouer à la guerre. Les enfants garderont un merveilleux souvenir de cette journée.
Dans le village de Mengun, un étrange spectacle s'offre aux enfants. Tout a commencé par une procession qu'on avait entendue dans la rue. On avait entendu des pétards qui nous ont enterrés. On est allé voir et on voyait des gens habillés en blanc qui portaient un cercueil. Et bon, on les a suivis jusqu'à un lieu dans une prairie. Et ils ont commencé à mettre des tas de bois. Ils ont posé le cercueil dessus. Et ils ont commencé à tourner autour avec des bâtons d'encens. Et puis ils ont commencé à allumer le feu. Benoît et Clément ont partagé avec tristesse un rituel de crémation avec un peuple qui n'a pas l'habitude de montrer ses sentiments. On ne peut pas dire que ça soit très joyeux, mais on ne peut pas dire qu'il était très triste. Il était un peu, mais bon, c'est normal. Mais il n'était pas en larmes. En Chine, lorsque la route grimpe trop, il faut abandonner le vélo et continuer à pied. Benoît et Clément cherchent un village Hakka, reculé dans la montagne. Tout le long du chemin, ils croisent sans cesse des gens qui travaillent au champ. Dans cette région du sud Yunnan, restée complètement rurale, il y a toujours quelqu'un pour indiquer sa route aux voyageurs. Pour rentrer dans le village, il faut franchir la porte des esprits car les Hakkas sont animistes. Ils pensent que les animaux ont une âme, sont sensibles aux phénomènes naturels et ne font rien avant d'avoir consulté les esprits. La population s'écarte prudemment sur le passage de la famille Delpech. Ils découvrent alors un étonnant système de distribution d'eau. Encore une fois, le bambou est utilisé de manière judicieuse et chaque habitation reçoit l'eau. Peu à peu, les villageois sortent de leur maison. Vêtus de couleurs vives, avec des coiffes recouvertes de broderies et de pièces en argent, qui datent de l'époque coloniale française, ils ont un look étonnant. Ces tribus n'ont pas l'habitude de voir des blancs. Et la méfiance passée, ils sortent leurs créations, vêtements et bijoux. Benoît en essaie plusieurs et les visages s'égayent. Après avoir fait affaire, les Hakkas acceptent de poser pour une photo de famille. La capitale du Yunnan, c'est Kunming, la cité de l'éternel printemps, surnom qui évoque le climat tempéré de la ville. Encouragée par le virage capitaliste non avoué du pouvoir de Pékin, Kunming est devenue une métropole moderne depuis l'ouverture des frontières avec les pays voisins. Le matin, les grandes places offrent un spectacle conforme à celui qu'on imagine. Les Chinois pratiquent la gymnastique, les arts martiaux, jouent de la musique ou s'autorisent quelques pas de danse. Une fois de plus, tout se passe dans la rue. Nous sommes à la fin janvier et c'est le nouvel an chinois. La nuit, tout le monde fait exploser des pétards. La journée, les gens font défiler de grands dragons de papier en les faisant tourner dans tous les sens. Benoît et Clément apprécient le spectacle et les pétards, mais restent sceptiques sur la musique. À l'est, vers la Birmanie, c'est l'ancienne route de la soie. Les sources bouillonnantes accueillent les jeunes filles autour de Chenchong et les vallées cultivées sont autant d'oasis sur la route de Ruili, ville frontière. Après avoir sillonné la région à vélo,
Daniel, Nadine et les enfants tenteront à plusieurs reprises de rentrer en Birmanie. Ils seront toujours refoulés malgré des visas spéciaux leur autorisant le passage. La junte militaire au pouvoir à Rangoon ne souhaite guère la présence d'étrangers dans des régions non touristiques. Nous avions donc prévu de redescendre au travers de la Birmanie, donc en franchissant la frontière terrestre entre la Chine et la Birmanie. Nous étions procurés entre-temps à Bangkok, à l'ambassade chinoise, les visas nécessaires, mais effectivement au poste frontalier, les policiers birmans nous ont refoulés puisqu'effectivement ils ne voulaient pas, tout en nous ayant vendu leur visa, ils ne voulaient pas que nous rentrions dans certaines zones, dans ces zones frontalières de la Birmanie, et effectivement nous avons été refoulés, nous n'avons pu, ça a été notre seul échec au niveau du passage des frontières, nous n'avons pu pénétrer en dépit de plusieurs essais au sein du territoire birman. La famille Delpech rebrousse alors chemin et reprend la route du Nord, longeant d'interminables champs de canne à sucre. Cette canne à sucre que Benoît et Clément ont dégustée tout au long de leur voyage et qui se mange telle qu'elle après l'avoir pelée. Plus loin, sur une place de village, des enfants jouent avec une énorme balançoire. C'est une balançoire céleste, un objet traditionnel de la culture Hakka. Le but, c'est d'aller le plus haut possible pour soi-disant toucher le ciel. Benoît et Clément tentent leur chance, mais ils n'iront pas aussi haut que les petits Chinois. Encore une fois, ils font gentiment l'expérience de leurs différences. Leurs camarades d'un jour s'amuseront beaucoup à voir les petits blancs s'essayer à leur jeu. Retour sur l'eau. Benoît et Clément atteignent la ville de Dali par le Grand Lac Erail, véritable mer intérieure de 42 km de longueur et 9 km de largeur. Encaissé dans un site exceptionnel, Dali est le fief de l'ethnie Bai, ethnie dominante dans la région. Les contreforts du Tibet sont tout proches et le marché de Chaping, à la pointe nord du lac, est le point de rendez-vous de tous les peuples montagnards. Les couleurs des costumes sont éclatantes. Les femmes Bai se reconnaissent à une sorte de turban qu'elles portent sur la tête. Parfois, les discussions sont vives, mais il se dégage une formidable énergie de ces marchés qui rythment la vie de ces peuples paysans. On y trouve de tout, montagnes de piments, nouilles de soja, de riz et de haricots, offrandes pour les morts, paniers de toute taille et porte-bébés décorés, sans oublier l'arracheur de dents. Benoît et Clément tentent quelques achats. Mais au-delà du problème de la langue, ils s'aperçoivent très vite que les Chinois ne sont pas faciles en affaires. Il faut négocier longtemps et la vendeuse ne veut rien céder. Finalement, ils acceptent son prix. À 150 km au nord, Lijiang s'étend au pied de la montagne du Dragon de Jade. La vieille ville est constituée d'un labyrinthe de ruelles pavées où s'entrevêchent des dizaines de canaux. Les bâtisses sont en pierre ornées de façades de bois peintes en rouge bordeaux. On surnomme le vieux Lijiang le gros encrier, car tous les canaux convergent vers le sud à la manière d'un encrier renversé. Le vélo, encore le vélo, toujours le vélo. Benoît et Clément sont à plus de 2000 mètres d'altitude et les sommets qui les entourent sont 2 fois plus hauts. La famille Delpech supporte bien l'altitude et le froid. L'expérience du précédent voyage en Himalaya est précieuse. Lorsqu'ils arrivent dans un village au pied des montagnes, l'accueil des habitants est chaleureux, comme souvent au long de leur voyage. Une vieille dame les invite chez elle et leur offre des babas, d'épaisses galettes qui se mangent avec des légumes ou encore avec du sucre.
C'est ici, au pied de l'Himalaya, qu'au détour d'une vallée, Benoît, Clément, Nadine et Daniel ont retrouvé le Mékong. Les Chinois l'appellent Longchengyang. Son eau est vert clair, presque bleue, et semble incroyablement pure. Pendant 5 mois, ces eaux ont guidé leurs pas. Il leur reste maintenant à rejoindre la Thaïlande, et de là, à rentrer en France. J'étais content de rentrer pour le rugby, pour les copains. Mais par contre, pour l'école, j'étais un peu moins content. Surtout au moment où je suis rentré, quand j'ai vu le collège, j'ai douté là, à ce moment-là. J'avais pas tellement envie de revenir. Donc c'était... Mais bon, ça s'est bien passé, ça allait. Benoît, Clément, Nadine et Daniel préparent un 3e voyage en Asie, dans les États du nord de l'Inde. Clément rêve toujours d'être rugbyman et Benoît se passionne désormais pour l'histoire ancienne des peuples et des civilisations.